Si j'utilise mes mains toute la journée, je suis un professionnel de la main. Les lois d'Edouard nous permettent d'identifier et modifier les habitudes posturales qui créent des tensions, des inflammations, des douleurs dans nos mains, nos avant-bras, nos coudes, nos épaules. Je suis Mathias Avigdor, golfeur, et depuis 20 ans, les gens viennent me voir quand ils en ont marre d'avoir mal. Je vous présente 4 habitudes posturales, 3 lois d'Edouard, 2 parties à cette vidéo, et il y aura une suite. Pourquoi est-ce qu'on ferait cet effort seulement quand on fait un sport à haut niveau? Parce que dans le fond, mes mains, je les utilise toute la journée. Ça vaut la peine de me pencher sur la richesse de l'information que je peux leur donner pour que mes mouvements soient plus fluides, qu'ils soient plus efficaces, qu'ils soient plus agréables, que je puisse mieux respirer, etc. Mais comment je peux savoir si je fais un mouvement de la bonne manière? Comment est-ce que je peux savoir si je suis droit, si je suis dans l'axe? Quand l'image même de cet axe, c'est l'image de quelque chose de droit, d'aligné comme un fil à plomb, alors qu'à l'intérieur de moi, je le sens pas ce fil à plomb, je le sens pas cet axe. Ce que je sens, c'est autre chose. Je peux le sentir, par exemple, quand je sors de l'axe, quand je me penche comme ça, parce que là, il y a quelque chose de l'intérieur qui me dit: «Ah oui, mais là, si je continue, je vais tomber». Donc la difficulté, par rapport à l'image de la posture, c'est d'aller chercher une image qui n'est pas l'image de quelque chose que je regarde depuis l'extérieur, mais l'image de quelque chose d'interne, quelque chose d'habité. Souvent, l'habitude qu'on a, c'est que si on commence un mouvement, c'est à ce moment-là qu'on se dit: «Mince, j'ai mal pris ce truc, je me suis mal positionné avec mon dos» ou un truc comme ça, et c'est là qu'on essaie de le changer, forcément. Mais ça, c'est pas une manière qui fonctionne très bien parce que dès que je commence un mouvement, je lance un programme. Et ce programme, c'est super compliqué de le changer parce qu'il est inconscient. Donc si je veux le modifier, il faut que je puisse identifier le moment avant le mouvement et après le mouvement d'avant. Donc je dois développer une capacité à disséquer les mouvements du quotidien en une infinité de petites parties. C'est plusieurs séquences qui se découpent comme ça. Et c'est au moment où un mouvement est terminé et avant qu'un mouvement commence, que je peux insérer une conscience, une proprioception, une manière d'observer qui fasse que le mouvement, il va radicalement être modifié. Donc dans le silence entre les mouvements, je peux donner une observation qui va modifier mon mouvement. Et puis paradoxalement, si je fais ce travail d'observation, de dire: «Tiens, mais en fait, quand je lève le bras, il y a plusieurs mouvements, il n'y en a pas seulement un seul». Non, ça ne va pas donner l'impression que c'est un mouvement assuré comme ça, bien au contraire. Quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup d'escalade sportive, puis nous, on passait beaucoup de temps à essayer de sentir: «Tiens, on fait ce mouvement, après on fait ce mouvement comme ça, après on fait ce mouvement comme ça». Donc il y a une richesse descriptive qui était très forte. Et puis cette richesse, plus elle était grande, plus le mouvement était fluide. C'est-à-dire que paradoxalement, plus j'arrivais à découper mon mouvement en plusieurs séquences que je pouvais vraiment observer, dans laquelle je pouvais ajouter des éléments de proprioception, de coordination, d'espace, à ce moment-là, je pouvais vraiment avoir quelque chose de fluide. Donc plus un mouvement, il est enrichi dans les silences entre ces articulations, plus il va être fluide, plus il va être doux, plus il va être efficace. Et ça, c'est contre-intuitif. Souvent, on décrit les mouvements d'une manière mécanique, mais un mouvement, ça n'a pas beaucoup de mécanique. Un mouvement, c'est quelque chose d'expressif. Un mouvement, c'est quelque chose qui a à voir avec comment je me perçois moi, comment je perçois le monde autour de moi, comment je perçois l'espace qui est là autour de moi. Est-ce que je laisse la lumière rentrer dans mon œil? Est-ce que je laisse, les odeurs, venir me toucher mon nerf olfactif? Est-ce que je laisse les sons rentrer dans mes oreilles? C'est ça qui va faire vraiment le mouvement en soi et pas une mécanique. C'est-à-dire que la mécanique, c'est la résultante de tout ça, de cette perception de mon corps et de cette perception du monde et de cet élan que je peux avoir pour la vie ou pour un mouvement que j'ai envie de faire. Si je suis ignorant de ce qui se passe dans mon corps,
ça va être compliqué d'y mettre une mesure et souvent ce que je vais utiliser, c'est les émotions. Je vais utiliser mon émotion pour donner un repère à ce qui se passe à l'intérieur de mon corps. Mais en réalité, cette émotion, elle n'est pas adéquate à ce moment-là, pour cette fonction-là. À ce moment-là, ce qui va vraiment m'aider, c'est une capacité à percevoir les choses comme elles sont, c'est-à-dire de connaître un peu mieux l'anatomie de mes articulations, un peu mieux la manière dont les muscles s'articulent, etc. Ce n'est pas seulement des lois intellectuelles, c'est une connaissance qui est intégrée, qui est à l'intérieur de mon corps, de comment les choses fonctionnent pour de vrai, par opposition à comment je fantasme le fonctionnement de ce corps que, bien entendu, je ne peux jamais comprendre complètement. Donc j'aimerais établir des petits repères qui vont, eux, me permettre d'observer les choses d'une manière différente et mes émotions, à partir de là, elles vont pouvoir se balancer, sur un repère beaucoup plus stable, parce qu'il est constant. Au moment où je prends mon téléphone dans la main, je vais devoir articuler pour détendre les muscles et les tendons, non seulement un effort de proprioception musculaire, mais également une capacité proprioceptive qui me permette d'autoriser une rotation articulaire. Donc si mon coude et mon poignet sont capables de garder cette rotation, ça va être beaucoup plus facile de me détendre. Et ça, c'est des choses que je peux observer. Par exemple, si je prends mon téléphone et que je veux le déverrouiller, au moment où je le déverrouille, moi j'ai l'habitude de faire comme ça avec mon épaule. Puis si j'essaie de ne pas faire comme ça, je vois que c'est difficile. Et puis ce que je vois maintenant, si vous regardez le mouvement que je fais, pourquoi je n'arrive pas à détendre là? Parce que je n'autorise pas cette rotation. Et je n'autorise pas cette rotation-là. C'est-à-dire que j'aimerais non seulement que mon coude puisse effectuer cette rotation, mais aussi que mon omoplate puisse glisser le long de mon thorax. Donc il y a un mouvement d'éloignement comme ça, une espèce de déhanchement du coude ou de l'épaule si on veut, qui permet que je relâche vraiment cette tension. Donc je vais faire attention alternativement à ces différents points pour pouvoir accéder à plus de conscience dans mon mouvement. Donc la première étape, c'est musculaire, tiens, il y a cette contraction. La deuxième étape, c'est de sentir le poids du téléphone, c'est d'inclure le téléphone dans l'image de mon corps, c'est-à-dire que le téléphone, à la place d'être quelque chose de séparé de ma main, en réalité, je l'inclus à l'intérieur de l'image de mon corps. Et de cette manière, je peux calculer facilement la distance, je n'ai pas besoin de réfléchir, le cerveau, il fait ça tout seul. C'est comme quand vous conduisez une voiture, vous savez exactement où est la droite, la gauche, l'avant, l'arrière, parce que vous avez inclus la voiture dans l'image de votre corps. Puis inclure un objet avec lequel je travaille dans l'image de mon corps, ça va m'aider à me détendre. Inclure la capacité de rotation, ça va m'aider aussi à me détendre. Inclure la perception des sons, des odeurs et de la lumière, de l'espace autour de moi, ça va aussi beaucoup m'aider. Donc tous ces éléments, je vais les articuler l'un après l'autre avant d'essayer de faire des paires et d'essayer d'en faire plusieurs à la fois et de voir lesquels sont déterminants pour pouvoir vraiment me détendre. Et puis ça, dans les prochaines vidéos, on fera des exercices, des exemples dans des situations réelles. Mais pour aujourd'hui déjà, j'aimerais qu'on puisse comprendre toutes ces articulations complexes, comment elles s'enchevêtrent et comment est-ce qu'elles se régulent l'une avec l'autre. Les articulations de la main, quand on les met en pression, elles ont besoin de fonctionner dans une légère flexion. C'est-à-dire que si, avec cette main, je me positionne comme ça, puis que je mets de la force, ça va être très compliqué pour mes articulations et même pour mes muscles de tenir le choc. Hein. Si je veux retenir une balle comme ça, et puis que je mets mon poignet de cette manière ou mes doigts de cette manière, en extension,
Au moment où la balle elle percute, je vais avoir aucune chance, ça va vraiment me tordre la main, me casser quelque chose. Je vais pas avoir suffisamment de rapidité pour contrebalancer la balle. Alors que si, en fait, mes doigts, ils sont chacun dans une légère flexion, si même au niveau de mon poignet, j'articule cette légère flexion, au moment où la balle, elle va arriver dans ma main, ça va automatiquement activer des muscles profonds qui ont une rapidité d'exécution beaucoup plus grande. Et ça va vraiment être automatique, ça va me demander aucun effort. Et puis ça, c'est pas seulement valable pour les impacts comme avec une balle, c'est aussi valable quand je tiens un crayon, quand je tiens un stylo, quand je tape à la machine, quand j'utilise une pelle, un tournevis, n'importe quoi, même mon téléphone portable. Donc c'est quelque chose à quoi je peux être attentif, d'observer vraiment que chaque articulation soit dans une légère flexion dès que j'utilise un petit peu de force. Notre système nerveux, il aime pas être raccourci, il a besoin d'être sans cesse bien vascularisé et pour ça, il lui faut de l'air, il lui faut de l'espace. Ça veut dire que au moment où je veux donner à mon système nerveux la meilleure place, il faut que je fasse attention que chacune de mes articulations soit suffisamment aérée. C'est-à-dire que je vais laisser de l'air autour de mon épaule, de l'air autour de mon coude, de l'air autour de mon espace visuel. Et puis c'est cet air qui va permettre de garder un maximum de longueur. Pour pouvoir travailler avec ma main d'une manière optimale, je dois autoriser un maximum de longueur. Et puis dans cette longueur, mon système nerveux, il va être content, il va exprimer le meilleur de lui-même et je vais être extrêmement efficace. Un aspect auquel on ne pense pas forcément, c'est le sens que je donne au mouvement que je fais. Parce que si je suis en train d'utiliser mon téléphone et que je téléphone à quelqu'un que j'adore ou à quelqu'un que je déteste, ça va changer la manière de faire le mouvement. Si je suis en train de m'ennuyer, ou bien si je suis vivant et qu'il y a vraiment un élan qui me pousse à faire quelque chose avec ce téléphone, ça va changer complètement toute la manière dont je bouge mon corps. Donc cet élan-là, cette manière dont je me projette dans le futur ou dans le mouvement que je veux faire, elle a une importance capitale et pour la travailler, je dois utiliser ces moments de silence entre les mouvements, mais peut-être aussi les moments de silence entre les journées, pour me poser la question: «Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je suis en train de faire cette activité précisément?» qui va peut-être me fatiguer, me blesser, me faire des tensions dans les bras. Donc si je m'ennuie, c'est super dangereux pour mes articulations, c'est super dangereux pour mes muscles et puis c'est quelque chose d'inflammatoire. L'ennui est inflammatoire. Donc si vous vous ennuyez, vous pouvez utiliser pour compenser ces règles d'Edouard, par exemple, la capacité de flexion, par exemple, l'espace autour de vous. Mais si vous savez exactement pourquoi vous faites les choses et si vous êtes correctement orienté, vous n'aurez pas besoin de toutes ces règles, ça va se faire tout seul. Ces règles, elles nous sont utiles justement quand on a de la peine, quand on n'arrive pas à sentir, quand on n'a pas les bons repères ou quand on s'ennuie. Dans les prochaines semaines, je vais faire des vidéos avec des exemples concrets, écrire avec un crayon, écrire à la machine, et cetera. Dites-moi s'il y a d'autres exemples que vous aimeriez explorer avec moi. Ça fera l'objet d'une playlist dans laquelle on trouvera les lois d'Edouard. Et puis il y aura une suite, un épisode 2 des lois d'Edouard. On va aller plus dans le détail des articulations et de comment vraiment utiliser nos mains pour pas se blesser au quotidien. Vous pouvez déjà mettre en pratique et je vous dis à bientôt.